Alors, Claude Cholet, François Bousquet, merci d'être avec moi pour parler de Dominique Vénère. Beaucoup de gens le connaissent, l'ont entendu parler, mais certains doivent se demander pourquoi faire tout ce raout. Alors certes, c'est les 10 ans de sa mort sacrificielle, mais j'aimerais avec vous rentrer un petit peu dans l'œuvre et dans le personnage. Vous l'avez tous les deux connu, je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué chez lui, qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent? Claude? Alors j'ai connu Dominique Vénère dans un contexte particulier. Il avait, je crois, terminé à ce moment-là, peut-être 2 ans ou 3 ans avant l'aventure d'enquête pour l'histoire. Il voulait relancer une nouvelle revue, la nouvelle revue d'histoire, la NRH. Et je fais partie des 3 investisseurs de base à l'époque pour relancer cette revue. Ce qui m'a frappé chez Dominique Vénère, bon, je dirais premièrement, c'est sa retenue. J'ai bien connu Jean Mabir aussi. Et Jean Mabir et Dominique Vénère, on peut dire que c'était le contraire. Autant Jean Mabir était chaleureux, il posait la main sur votre épaule, il vous tutoyait, autant Dominique Vénère avait toujours une réserve. C'était un personnage droit, personnage plutôt froid, pas glacial. Mais bon, il n'y a pas de doute, on ne se sent... Enfin, je ne me suis jamais senti d'égal à égal avec Dominique Vénère. Je l'ai toujours vu en surplomb, ce qui ne m'a jamais dérangé particulièrement. Donc la réserve et la tenue. Dominique Vénère était toujours tiré à 4 épingles, jamais un mot pour se plaindre. Comment allez-vous ? Claude, oui, je vais bien, je vous remercie. Il pouvait aller mal, ça n'avait aucune espèce d'importance. Ce qui l'intéressait, c'était l'écriture, son œuvre et la communauté. François Bousquet? Alors je l'ai peu connu. On s'est croisés dans des événements littéraires pendant une vingtaine d'années. J'ai fait seulement un repas avec lui et que quelques articles dans la Nouvelle Revue d'Histoire. J'ajouterai à ce que dit Claude, tenue, retenue, altitude, rectitude. Froideur, oui, assurément. Mais également incandescence. Moi, je le vois comme un mélange de velours et d'acier. C'est un mélange assez inhabituel qui fait toutes les qualités de Vénère, c'est-à-dire la rigueur intellectuelle, la droiture, la stature, l'éthique aristocratique. Mais à côté de ça, il y avait une sorte de fantaisie, de frivolité, qui apparaît dans le témoignage de Jean-Marie Le Pen, étonnamment, dans À l'aube de nos destins, avec la pointe du sourire. Ceux qui ont connu Dominique Vénère se rappellent de cette petite pointe de sourire narquois et d'un rire retenu et étouffé qui ponctuait certaines de ses réflexions. Donc oui, en un mot commençant, élégance, style, poésie. Moi je pense que c'est aussi un poète, et d'abord un poète, sous la sobriété de l'auteur classique et à l'incandescence. Oui, un poète qui avait du style d'ailleurs. Avec un grand style, la ligne claire, mais au-delà de la ligne claire, vraiment c'est qu'il y avait un feu, comme un feu étouffé chez lui, qui débordait et qui apparaît de manière manifeste dans les carnets posthumes rebelles. Alors ce style, il l'a mis au service d'une œuvre importante, très riche. Est-ce que dans cette œuvre que vous connaissez bien, plus que le personnage, puisque vous l'avez rencontré qu'une fois, est-ce qu'il y a un moment de cette œuvre, une idée, une intuition qui vous a particulièrement marqué ? Alors, l'intuition fondamentale de Vénère, sur quoi il est vraiment visionnaire, prophétique, qu'il a une prescience des temps à venir, c'est qu'il voit ce que nous verrons, nous, avec le 3e millénaire, à partir des années 2000, en particulier à partir du 11 septembre 2001, c'est le clash ou le choc des civilisations. Lui, il en fait l'expérience traumatisante en Algérie. En Algérie, il comprend qu'il y a des indigènes et des Européens. C'est en Algérie qu'il comprend qu'il y a un univers qui s'appelle l'Europe, pas seulement la France. Donc, si moi, d'un mot, je dois résumer l'œuvre de Vénère, c'est que c'est le grand poète, le grand barde. Poète, peut-être, entraîne des malentendus. Mais le grand barde, le grand chantre de l'identité, je pense que c'est le personnage central pour nous, puisque sur 50 ans, 60 ans d'œuvres littéraires, d'œuvres intellectuelles, d'œuvres historiques, il nous donne tous les éléments, tous les jalons pour repenser, reconfigurer, remettre sur pied notre identité. Ça serait donc quel livre, 30 000 ans d'histoire Par exemple, mais alors également, la mort de Vénère
peut-être éclipsé partiellement l'œuvre, parce que La Mort, à certains égards, c'est un peu le chef-d'œuvre de Dominique Vénère. Alors nous en sommes, nous, la Nouvelle Librairie, l'éditeur. Moi, je dirais que dans les carnets rebelles, il y a une liberté. Je ne veux pas dire qu'il tombe la cravate, c'était pas l'homme à tomber la cravate, hein. Toujours très délicat. Mais il n'empêche, hein, l'œuvre posthume octroie à l'auteur une liberté que ne lui offre pas le journaliste, hein. Le journaliste, on est prisonnier, j'en sais quelque chose, je suis journaliste, on est quand même prisonnier de nos abonnés, de nos lecteurs, hein. La Mort confère une extraordinaire liberté. Donc les carnets rebelles, pour moi, c'est le tome 3 que nous venons de sortir, me semble être une œuvre majeure de Dominique Vénère. Mais il y en a d'autres. C'est aussi cette identité européenne qui vous marque comme intuition, idée principale de l'œuvre de Vénère, parce qui est très protéiforme, qui est très riche, hein. Bon, les éditoriaux de Dominique Vénère dans la NRH, bon, je ne sais pas combien il y en a eu, peut-être 70 ou 80, ont été réédités il n'y a pas très longtemps à Via Romana. Et ce qui est assez étonnant, c'est que peut-être à part 2 ou 3, ils sont d'une étonnante actualité. On peut les relire en 2023. On a l'impression qu'ils ont été écrits la veille ou l'avant-veille. Au-delà des éditoriaux, je pense, comme François Bousquet, que c'est dans les carnets de Dominique Vénère qu'on va le mieux connaître. Bon, il y a bien sûr là, Le siècle de XIV, qui est un ouvrage fondamental. Mais au-delà, je pense qu'il faut lire les carnets pour découvrir l'homme. Alors moi j'ai lu les carnets 1 et 2, j'ai pas encore lu les carnets numéro 3 qui viennent de sortir, qui se réfèrent peut-être à une période plus proche de nous que les 1 et 2. C'est les années 90, et puis plus il avance dans le temps et dans la rédaction des carnets, plus il les prend au sérieux. Plus il se prend au jeu, disons plutôt, des carnets. Et il ouvre une fenêtre, je le redis, c'est sur son intimité, sous réserve qu'il puisse le faire, hein, puisqu'il était très discret sur sa vie privée. Mais il nous dit des choses sur lui. En particulier, il contrebalance, hein, la vision que nous faisons de Dominique Vénère, guindée, rigide, hein, il le demeure, hein, mais il y a aussi autre chose chez lui. C'est ce qui apparaît dans les carnets. Alors aujourd'hui, Dominique Vénère nous réunit, nous inspire, et lui-même, dans ses carnets, est-ce qu'on a des traces de ses inspirations ? Qu'est-ce qui a fait Dominique Vénère ? Quel personnage, quelle référence, quel moment François ? C'est un très grand lecteur, Vénère, très très grand lecteur. Ce qu'il a lu à la santé, c'est vertigineux. Il y a l'activiste, hein, le soldat politique, hein, le militant, qui a fait de la prison, qui a combattu en Algérie, mais c'était aussi un poète, hein. Moi, je pense qu'il y a une articulation poésie, militarisme, si je puis dire. C'est pas du militarisme, hein, mais c'est engagement guerrier. On le retrouve chez Junger. Il a voulu rentrer comme Junger dans la Légion étrangère à 16 ans. Donc il y a Junger. Junger est un modèle. Il a autant aimé l'Allemagne, en particulier Junger et Ernst von Salomon, qui apparaissent en permanence dans les carnets posthumes, hein, que von Salomon et Junger ont aimé la France, hein. Il y a un regard croisé entre les deux. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, moi, un de ces auteurs fétiches auxquels il ressemble le plus, hein, et si on veut comprendre Dominique Vénère de la chasse, du sauvage, du sang noir, hein, du cerf en rut, du sanglier, bah, c'est Jack London, hein. C'est un inconditionnel de Jack London, hein. Donc tous ces gens-là, mais aussi des historiens, parce que c'est aussi un historien, ont contribué à forger sa pensée. Mais je retiendrai Junger, von Salomon, Malaparte, hein, qui constituent son imaginaire mental, hein. Des références qui peuvent être les nôtres aujourd'hui ? Ah oui, plus que jamais. Plongeons-nous aussi dans les références de Dominique Vénère. Si le von Salomon n'a pas vieilli... Moi, il y a un personnage auquel je pense, je ne suis pas certain que Dominique Vénère l'ait lu, mais je trouve qu'il y a beaucoup de points communs, c'est le prince de Ligne. Le prince de Ligne, un aristocrate, un poète, un guerrier, un diplomate, un grand séducteur également. Et je conseille à tout le monde de lire les mémoires du prince de Ligne, c'est absolument un délice. Tu permets, il y a un grand Européen ? Et un grand Européen, encore plus. Alors, et dans les mémoires du prince de Ligne, à un moment donné, bon, c'est, après la fin de la Révolution, je ne sais pas si on est déjà à l'Empire ou si on est entre les deux, la Révolution lui avait confisqué son château, qui était en Lorraine, je pense. Et à un moment donné, la Révolution dit on va vous rendre votre château. Et le prince des Lignes refuse. Et on lui dit pourquoi ? L'honneur, l'horreur, l'humeur. Et ça me paraît assez proche de Dominique Vénère. François, vous avez cité
L'activiste, vous avez cité l'historien méditatif. On sent que ces deux étiquettes, ces deux pots, sont évidemment conciliables, mais pas toujours compréhensibles. On l'a vu lors de l'interdiction de la journée hommage à Dominique Vénère, que c'était surtout l'activiste qui était plus ou moins compris par les autorités, l'historien beaucoup moins. Comment ça se fait que ce personnage complet ne soit pas pris dans son intégralité finalement? Alors lui ne nous y a pas aidé, parce que le premier Dominique Vénère est un activiste, hein. Vraiment c'est un soldat, mais aussi un soldat politique, peut-être même d'abord un soldat politique, hein, avec une vision, comme dit de Benoît, sacerdotale de l'engagement, c'est-à-dire H24. Hein. Mais cela étant dit, c'est en 66-67 de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, hein, qui prend du recul vis-à-vis de Jeunes Nations, d'Europe Action, de ses engagements de jeunesse, hein, pour prendre du champ, pour se réfugier dans la forêt, dans le bois sacré, entre autres, dont il tira un de ses chefs-d'œuvre. Hein. Vous me demandez quel livre, Dictionnaire amoureux de la chasse, un de ses chefs-d'œuvre. Hein. Lui-même a tenu à distance assez longtemps, étonnamment, l'activiste et le militant. Ça n'est qu'à les dernières années de sa vie, avec la NRH, hein, peut-être même les 3-4 dernières années de sa vie, que l'historien méditatif, le journaliste, le grand journaliste qu'il était, parce que c'est un très grand journaliste, très bonne école de style, hein, a renoué avec les figures de l'engagement qui étaient les figures de jeunesse. Hein. Donc c'est lui qui, dans un premier temps, nous a invités à séparer ces vies et à la fin à les réunir pour, en point d'orgue, bien sûr, sa mort le 21 mai 2013, où à la fois l'historien, le poète, le soldat se sont réunis. Je compare ça à la règle des 3 unités au théâtre, du théâtre classique. Hein. Là, c'est toutes les vies de Dominique Vénère qui fusionnent. Hein. Je me tourne vers Claude qui voyage beaucoup en Europe, où la réception de l'œuvre, de la geste de Dominique Vénère est assez importante, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Donc lui qui se réclamait de la civilisation européenne, il a trouvé un écho dans tous ces pays. Est-ce que vous l'avez remarqué et comment l'expliquer? Alors, je crois l'explication, elle est très simple. Hein. C'est vraiment la dimension européenne du message de Dominique Vénère. Dominique Vénère ne renie pas la France. Il écrit en français. Il se sent à la fois français et européen. Donc l'explication, elle est toute simple. Alors, comme je suis italophone et hispanophone, alors je peux vous parler un peu mieux de ce qui se passe en Espagne et en Italie. Je ne parle pas l'allemand, donc je ne sais pas très bien ce qui s'est passé en Allemagne. Mais alors, le message de Dominique Vénère en Italie est sans doute au moins équivalent ou peut-être plus important qu'en France. Il est reçu dans des franges plus larges. D'abord, il est très traduit et lu en Italie. Mais bon, au cours de l'hommage là, qui a eu lieu qui a eu lieu le 21 mai, mais pas complètement avorté, en Espagne, en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays européens, ont été lus par des jeunes Européens un hommage à Dominique Vénère, parfois au cours d'une marche ou d'une randonnée, ou parfois tout simplement auprès d'un monument symbolique. Je crois que c'est très significatif, je dirais, du rebond de l'aura de Dominique Vénère. Je pense que Dominique Vénère aurait aimé cet hommage européen qui lui a été rendu, généralement par des éléments jeunes ou très jeunes. Invasion migratoire, crise morale, le retour de la guerre en Europe, une certaine aussi artificialisation de nos vies, coupées de la nature et du monde sauvage. Tout ça sont des sortes de périls qui menacent l'Europe, pour lesquels Dominique Vénère nous a alertés. C'était dans sa lettre, il y a 10 ans. En vain, car tous ces périls augmentent, grossissent, grandissent. Est-ce que nous avons réellement entendu son appel ? Insuffisamment, assurément. Nous sommes trop peu nombreux à l'avoir entendu. Tout l'objectif, en particulier de la journée événement et des journées hommages qu'on fait autour des 10 ans de la mort de Dominique Vénère, c'est précisément élargir les cercles de rayonnement de sa pensée, de son œuvre, de sa vie. Oui, mais Dominique Vénère n'est pas non plus un magicien. Je veux dire, c'est pas un magicien qui sort de sa botte ou de son chapeau pas une réponse à l'accélération du désastre. Hein. De fait, nos adversaires vont beaucoup plus vite que les réponses que nous leur apportons. Raison de plus pour se remobiliser, se surmobiliser,
pour en appeler au cœur et aux énergies. Donc on a un chantier considérable devant nous. On a fait beaucoup de choses en disant, il ne faut pas non plus occulter ce que nous avons fait. Nous avons fait beaucoup de choses, un institut, une maison d'édition, quantité de livres, quantité de travaux. On a, pour ainsi dire, prêché la bonne parole, mais c'est très largement insuffisant. Il faut qu'on change d'ordre de grandeur, il faut qu'on décuple nos moyens. C'est les chantiers qui sont les nôtres dans les mois et les années qui viennent. Je crois que Dominique Vénère a répondu à votre question. Alors, je cite de mémoire, je ne sais plus dans quel ouvrage, où il disait que les Européens font face à des risques gigantesques. Et il ajoute, ces risques grandiront dans l'avenir. Ces risques grandiront. Et il ajoute, enfin, face à ces risques, face à ces éléments destructeurs, j'ai confiance, ajoute-t-il, dans le génie des Européens, dans leur intelligence. Il parle d'une dormition de l'Europe. Nous sommes en dormition. Il est persuadé que le réveil viendra. Moi aussi, je suis persuadé que le réveil viendra. Et il termine en disant « Quand adviendra-t-il ? Je ne sais pas. Mais le réveil adviendra. » C'est une intuition que vous ressentez chez les jeunes que vous rencontrez dans le cadre de la formation Iliade. Est-ce qu'ils connaissent Dominique Vénère ? Est-ce que cet appel, cette pensée quasi magique à l'histoire tragique et ouverte dans laquelle, avec beaucoup de volonté, on peut faire des choses, est-ce que ce sentiment existe dans la jeunesse ? Alors, dans la jeunesse en général, sûrement pas. Dans une partie de la jeunesse, sans doute. Et moi, ce qui me frappe parmi les jeunes garçons, les jeunes filles, pas forcément si jeunes, puisqu'ils ont quand même plutôt la trentaine en moyenne pour la formation longue, c'est qu'une bonne partie d'entre eux viennent à la formation à travers Dominique Vénère, c'est-à-dire à travers cet appel. Ils ont reçu un appel. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont lu la totalité de l'œuvre de Dominique Vénère, mais ça veut dire que l'acte sacrificiel, pour eux, est une provocation, mais c'est une provocation à l'espérance. François ? Le mot de Roger, j'ai toujours en tête, en permanence, le mot de Roger Nimier sur le maréchal Pétain, sur les conseils à la jeunesse, sont un genre bien particulier. Le maréchal, il y a ça quelque temps. Mais de fait, il est indispensable et vital de s'adresser à la jeunesse. C'est ce que fait Dominique Vénère, en particulier dans le Samouraï d'Occident. À la conclusion de son livre Testament, il y a une adresse à la jeunesse qui ressemble un petit peu à la lettre à la classe des années 60 de Brasillac. Il y a beaucoup d'analogies et de points communs, de reste à faire entre les deux, entre le romantisme fasciste. Moi, je tiens beaucoup à ce concept, qui est un concept littéraire et pas politique. Donc oui, il s'adresse à la jeunesse, comme nous tous, comme l'Institut Iliade, comme la Nouvelle Librairie, comme Éléments. Notre souci majeur, c'est de transmettre le flambeau, de réanimer les cendres. Donc c'est un discours à la jeunesse. Alors au-delà de la jeunesse, Dominique Vénère ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Il s'adresse aussi aux adultes. La responsabilité des adultes, entre autres, c'est d'éduquer les jeunes. Donc ne réduisons pas l'appel de Dominique Vénère aux moins de 25 ans. Pas du tout. Il s'adresse à tout le monde. C'était ma question spécifiquement sur la jeunesse. Alors, vous venez de publier les textes du colloque interdit, puisque Claude, peut-être qu'en 2 mots, vous allez pouvoir nous rappeler ce qui s'est passé, qui va être donc diffusé dès aujourd'hui pour cet hommage auquel tout le monde va participer le 8 juin ici à la Nouvelle Librairie. Comment en est-on arrivé là, à publier les textes d'un colloque interdit, Claude ? Pour publier d'un colloque interdit, il faut d'abord qu'il soit interdit. Donc la genèse est assez simple. 10 ans après l'acte sacrificiel de Dominique Vénère, le 21 mai 2013, l'Institut Iliade organisait un hommage donc au pavillon Wagram, je dis bien un hommage culturel, intellectuel, dans un cadre privé. Bon, je ne vais pas donner tout le détail, mais sur instruction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le préfet de police a interdit cet hommage sous des motifs fallacieux que nous pensons à la fois illégitimes et sans doute illégaux. D'ailleurs, nous allons intenter des actions en justice. Enfin, toujours est-il que cet hommage n'a pas pu avoir lieu. Et il était indispensable d'abord que cet hommage puisse avoir lieu ici à la Nouvelle Librairie aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, de nouveau dans un cadre privé, mais aussi qu'il reste des traces
Donc, merci à la Nouvelle Librairie d'avoir édité ce colloque interdit, les textes de ce colloque interdit, qui je pense aura un grand succès, parce que déjà, il y a l'attrait de l'interdit. François, peut-être quelque chose à ajouter En guise de conclusion, oui. Lisons, moi je crois que nous avons besoin plus que jamais de Dominique Vénère. J'interviens dans cet hommage collectif à Dominique Vénère sur un sujet qui est très sensible, je pense, enfin, je crois en tout cas, qui est le mythe mobilisateur. Nous avons besoin de mythes mobilisateurs, nous avons besoin de vies exemplaires à la Plutarque. À une époque où toutes les vies qui nous sont données en exemple sont des anti-modèles, d'anti-héros. On a besoin de la vie et de la mort de Dominique Vénère, les deux. Je crois que c'est pour ça qu'il est central. Il faut qu'on confirme et qu'on conforte la centralité de Dominique Vénère pour toute le courant, la famille intellectuelle qui est la nôtre, qui est la famille intellectuelle de l'identité au sens large. Dominique Vénère en est le cœur, en est l'épicentre. Donc nous avons un devoir de mémoire, si je puis dire, à son égard, et nous avons besoin de lui. Donc raison pour laquelle il est très important d'acheter et de diffuser d'abord les livres de Dominique Vénère. Merci à tous les deux pour ce moment autour de Dominique Vénère. Merci.